Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Donc, on va débuter sans plus tarder ce midi conférence qui analyse le salaire minimum. Donc, encore une fois, on profite de la hausse du taux horaire du salaire minimum qui aura lieu demain pour revenir un peu sur les contours de ce salaire minimum-là, mais dans un cadre un peu plus large. Je vais être accompagné de Suzy Saint-Cerny. Tout au long de cette présentation, on va se partager le temps de parole. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est manifestement pas la première fois qu'on s'intéresse au salaire minimum. Donc, on le fait régulièrement au cours des dernières années. Mais avec l'inflation récente qu'on a connue, ça demeure quand même intéressant de faire le point sur l'évolution du salaire minimum et du revenu disponible. Donc, comme je vous disais, demain, hausse du taux horaire du salaire minimum de 50 sous de l'heure, qui équivaut à 3,3 Donc, d'emblée, nous, on ne se prononce pas sur le niveau optimal là, du taux horaire du salaire minimum, mais on veut le mettre, comme je disais, dans un contexte un peu plus large, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire dans la présente présentation. Notre objectif principal, c'est de mesurer l'effet de cette hausse-là du taux horaire sur le revenu disponible des ménages qui travaillent au salaire minimum. Donc, essayer de voir l'effet que ça a sur le revenu disponible, mais pour ce faire, il va falloir qu'on intègre la fiscalité et les autres éléments autour des prestations qui peuvent être fiscales ou budgétaires. On a également quelques objectifs secondaires, donc essayer de baliser un peu qui sont les gens qui travaillent au salaire minimum et comment on se compare au Québec lorsqu'on regarde avec les autres provinces autour des différents éléments touchant le salaire minimum, allant du taux au revenu disponible à la couverture des besoins de base. Bon, évidemment, c'est un sujet qui touche beaucoup, comme toujours, qui est toujours couvert par l'actualité. On peut voir, est-ce que ça sera la fin du salaire minimum dans un contexte de rareté de main-d'œuvre qui pousse les salaires, qui pousse le salaire vers le haut pour embaucher les gens? Est-ce qu'on peut aussi regarder que le salaire minimum et le niveau du taux horaire du salaire minimum fédéral est plus haut. Par contre, il faut reconnaître qu'il touche moins de personnes. Puis, par exemple, aussi, en Alberta, qui a été une des premières provinces, la première province arrivée à 15 l'heure, mais ça fait 5 ans que le taux n'a pas été haussé. Donc, euh, le- 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 la situation évolue. Donc, c'est pour ça qu'on revient vers vous chaque année. Donc, le plan de la présentation est quand même assez simple. On va vous faire un portrait statistique dans un premier temps. On va analyser avec la hausse du taux horaire qu'est-ce que sera l'impact sur le revenu disponible et la couverture des besoins de base. On va faire notre comparaison interprovinciale et on terminera avec quelques remarques finales. Donc, commençons par quelques statistiques. D'abord, quand on regarde l'évolution de l'inflation que les gens subissent, ainsi que l'évolution du salaire minimum, si on prend un horizon de 5 ans, donc depuis 2019, on s'aperçoit que l'inflation a connu une hausse de près de 20 alors que le taux horaire du salaire minimum a connu une hausse de 26 Et donc, il y a 6 points à l'avantage de la hausse du salaire minimum en termes d'augmentation plus forte que de l'IPC. Un autre élément qui peut nous intéresser, c'est de regarder le ratio du salaire minimum en proportion de la rémunération hebdomadaire moyenne. Et là, on constate que depuis le début du millénaire, jamais le ratio salaire minimum rémunération hebdomadaire moyenne n'a été aussi haut. On a mis une ligne à 50 parce que depuis quelques années, c'est l'objectif que vise le gouvernement du Québec. Puis là, vous voyez qu'on peut estimer pour 2024 qu'on serait à près de 52 de taux du salaire minimum par rapport à la rémunération hebdomadaire moyenne. Un autre élément aussi, quand on fait un horizon sur une vingtaine d'années, on peut voir que la proportion des gens qui touchent le taux du salaire minimum en proportion du total des emplois au Québec, bien, on est à 4,4
c'est le deuxième taux le plus faible. Le 2022 avait été un petit peu plus faible, mais c'est par le marché du travail extrêmement serré. Donc, au cours des 15 dernières années, c'est la proportion la plus faible de gens qui travaillent au salaire minimum dans le total de la population. Et là, je vais laisser Suzy décortiquer ce 4,4 %-là dans les prochaines diapos. En effet, donc bonjour tout le monde, heureuse d'être ici avec vous et heureuse que vous soyez là. Donc, merci bien. Oui, je repars de ce 4,4 %-là. Donc, 4,4 % des employés ou des salariés, ça exclut dans ce cas-là les travailleurs autonomes. On avait donc en 2023 177 000 personnes qui travaillaient au salaire minimum. Donc, on va aller voir c'est qui ces gens-là. Dans les caractéristiques générales qu'on obtient, ce qu'on retrouve de façon générale, c'est que parmi ces 177 000 personnes-là, il y a 55 % qui est de femmes. Une proportion qui est allée en diminuant. Lundi, l'ISQ a publié des données sur les caractéristiques aussi, puis il nous montrait aussi que c'était 65 % il y a de cela 25 ans à peu près. Donc, il y a des changements avec le temps. Les personnes qui travaillent au salaire minimum ont, dans 57 % des cas, entre 15 et 24 ans. Donc, c'est surtout des personnes qui sont plus jeunes. 63 % travaillent à temps partiel. Et là, on part toujours du 177 000 personnes. On en a 88 % qui n'ont pas d'enfants. Donc, seulement 12 % des gens qui travaillent au salaire minimum ont des enfants. Et 51 % sont sans études postsecondaires. Il peut y avoir des liens. Si on dit qu'il y a 57 % qui ont entre 15 et 24 ans, il y en a plusieurs qui sont aux études, donc qui pourraient éventuellement avoir des études postsecondaires aussi. Donc, c'est tous des éléments qu'on suppose parce qu'on a les caractéristiques générales, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement de détails. Donc, ce qu'on retient beaucoup, c'est que c'est des gens à temps partiel, par exemple, et qui n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'on est capable d'aller un peu plus loin dans l'analyse de données? Nous, on a essayé avec l'ISQ d'aller un petit peu plus loin, donc de faire des analyses croisées de ces données-là. Donc, je vous leur dis que c'est 88 % qui n'ont pas d'enfants. Qui est à 68 % de ces gens-là, ils travaillent à temps partiel. Si on allait voir celles et ceux qui ont des enfants qui travaillent au salaire minimum, donc 12 %, et là, la situation concernant le régime d'emploi, donc temps plein, temps partiel, est modifiée. Donc, dans ce cas-là, c'est 74 % qui travaillent à temps plein. Il y a moins de monde, mais les caractéristiques sont quand même différentes. Donc, oui, on peut dire qu'en majorité, les gens sont à temps partiel, mais si on regarde les personnes avec enfants, la situation est donc différente. Si on revient à un autre élément important, c'est qu'on dit c'est 57 % qui ont entre 15 et 24 ans, encore une fois, qui sont à temps partiel. On le revoit si on isole juste ces personnes-là, donc ces 57 %-là, dans ce cas-là, on est à 100 000 personnes ou 101 000 personnes environ, c'est 84 %, excusez-moi, qui sont à temps partiel. Donc, dans bien des cas, on va se dire qu'il y a beaucoup d'étudiants dans ça, donc il faudrait aller plus loin aussi pour voir d'autres caractéristiques. Et dans les autres groupes d'âge, donc les groupes d'âge pour lesquels on a assez de statistiques pour que qu'on puisse faire la séparation, on voit que chez les 25 à 44 ans et chez les 55 ans et plus, et là, c'est plus la majorité qui sont à temps partiel, au contraire, il y a une plus grande proportion qui est à temps plein. Donc, une analyse croisée nous permet de nuancer le portrait qu'on a des gens qui travaillent au salaire minimum, d'où l'intérêt d'essayer de creuser. Éventuellement, il faudrait peut-être creuser encore davantage, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction pour mieux comprendre qui sont les gens qui travaillent au salaire minimum. On a aussi demandé à l'Institut de la statistique du Québec de nous retransmettre ce genre de données-là, mais pour des salaires qui sont un peu plus élevés. L'idée derrière ça étant que une hausse du salaire minimum va bien sûr affecter les gens qui travaillent à ce salaire-là, mais aussi à ceux qui travaillent à un niveau qui est proche de ce salaire-là, donc à 110 % du salaire minimum, qui est autour de 16,75 $ à la fin de 2023, ou encore à un taux jusqu'à 125 %, et c'est ce que je vous montre, jusqu'à 125 % du salaire minimum. On refait donc le même exercice. Dans ce cas-là, en 2023, ça veut dire des gens qui travaillent jusqu'à 19 $ de l'heure. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec 16,7 % des emplois, donc 669 000 personnes. Les caractéristiques sont un petit peu similaires, donc sont relativement similaires. On a
une proportion un petit peu moins grande de 15 à 24 ans, mais c'est quand même la majorité, donc 49 qui sont surtout à temps partiel. Et dans les autres groupes qui sont un peu moins nombreux, il y a quand même plus de gens qui sont à temps plein qu'à temps partiel. Donc, c'est intéressant aussi, comme je le disais, d'aller un petit peu plus loin. Si on regarde donc entre ceux qui travaillent au salaire minimum et ceux qui travaillent jusqu'à 125 du salaire minimum, il se rajoute donc 491 000 personnes dans ce groupe-là qui pourraient potentiellement être influencées par la hausse du salaire minimum. Jusqu'où ça se rend? Est-ce que c'est 110, 115, 125 C'est difficile de le dire, mais ça pourrait avoir un effet aussi sur leur salaire le 1er mai quand il y a une hausse du salaire minimum. Donc, ces personnes-là qui s'ajoutent ont aussi, dans la majeure partie des cas, entre 15 et 24 ans. Donc, ils se répartissent aussi ensuite entre les 25 et 44 ans surtout et les 55 ans et plus, donc dans ce groupe de population-là. Ça y est, on va arriver tranquillement à nos résultats. On sort un peu des statistiques, on s'en va vers l'analyse pour 2024. Moi, je vais vous présenter, avant que Luc vous présente les premiers résultats, quand même les aspects méthodologiques. C'est important de comprendre qu'on vous présente ce qu'on a fait. Donc, on a calculé nos indicateurs pour l'analyse du salaire minimum pour 8 types de ménages différents. Donc, pour une personne seule, pour une famille monoparentale avec un enfant et pour des couples avec et sans enfants. Dans le cas des couples, on a mesuré pour 3 types de couples avec enfants et sans enfants. Donc, un seul qui travaille, l'autre ne travaillant pas. Un qui travaille à temps plein, un est à temps partiel et les deux qui travaillent à temps plein. Quand il y a des enfants dans nos ménages, ils sont d'âge scolaire et aucun frais de garde ne sont considérés. Donc, c'est le type de ménage qu'on analyse et pour le Québec et aussi pour l'ensemble des provinces quand on analyse, quand on fait le calcul pour les provinces, pour la comparaison qu'on va voir un peu plus tard. Quand on parle de temps plein, on dit qu'ils vont travailler 35 heures semaine pendant 52 semaines et 21 heures semaine dans le cas du temps partiel, encore là, 52 semaines par année. Quel est le salaire minimum qui est utilisé? On va utiliser le taux régulier qui est prescrit pour chacun des mois de l'année. Donc, par exemple, pour le Québec, le salaire minimum augmente au 1er mai. Donc, à partir du 1er mai, on va utiliser le salaire minimum de 15 et 75 en 2024. Et entre janvier et le mois de la fin avril, on va utiliser le salaire de 15 et 25. Donc, les dates, d'une province à l'autre, ça ne change pas toujours à la même date, les salaires minimums. Donc, on utilise donc le bon taux prescrit pour chacun des mois. Quels sont les indicateurs principaux qu'on présente? Depuis tantôt qu'on parle du revenu disponible. Bon, mais le revenu disponible, qu'est-ce que c'est? C'est le revenu brut, le salaire brut qu'on a gagné, duquel on va soustraire les impôts payés s'il y a lieu, les cotisations sociales qui sont payées sur le salaire et auquel on va ajouter les transferts sociaux-fiscaux, les prestations d'application générale auxquelles les ménages vont avoir droit. Je vais vous dire c'est lesquels dans pas très longtemps. L'autre indicateur qu'on utilise, c'est le taux de couverture de la mesure du panier de consommation. Qu'est-ce que c'est la mesure du panier de consommation? C'est la mesure d'un panier de biens et services de base qui est composé d'aliments, de dépenses d'habillement, logement, transport et autres nécessités. C'est calculé par Statistique Canada depuis de plusieurs années. Il le calcule donc pour chacune des provinces, dans chacune des provinces et dans le temps. Ça permet donc de se comparer dans le temps pour nous et avec les autres provinces pour une année donnée ou pour plusieurs années. La dernière année des données qui est disponible, c'est l'année 2022. Donc, on doit projeter, si on veut comparer le revenu disponible en 2024 avec ce panier-là, il faut projeter pour 23 et 24. Donc, ce qu'on utilise, c'est le taux d'inflation. Qu'est-ce que ça donne comme résultat pour les seuils qu'on utilise en 2024? La mesure du panier de consommation est calculée pour une famille de 4 personnes. Donc, dans le couple avec 2 enfants, ça nous donnerait 49 400. Il y a un ajustement en fonction de la taille de la famille qui est effectué pour obtenir la mesure pour les autres ménages. Donc, la personne seule et le couple sans enfants. On a donc pour la personne seule 24 000 ou autour de 25 000
Pour le couple sans enfant et la famille monoparentale, qui sont 2 ménages de 2 personnes, c'est 35 000 le seuil de la MPC pour 2024, l'évaluation qu'on en fait. Donc, c'est à ça qu'on va se comparer. Petite parenthèse, les mesures de la MPC sont faites pas pour les provinces, mais pour des villes de tailles différentes. Donc, il y a plusieurs mesures. Le choix méthodologique qui a été fait qu'on a fait, nous, c'est de choisir la mesure du panier de consommation la plus élevée qui correspond à celle de la ville la plus populeuse dans chacune des provinces. Donc, dans le cas de on utilise la mesure du panier pour Montréal dans le cas du Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi dans chacune des provinces. Petite parenthèse, enfin, sur l'inflation et la mesure du panier de consommation. Donc, bien sûr, la mesure du panier de consommation, qui est des biens de base, peut évolue à certains égards de façon différente de l'indice des prix à la consommation, du panier de l'indice des prix à la consommation. Par contre, ce qu'on remarque ici, à partir de 2015, qui est le plus loin qu'on peut retourner avec la même base là, de Statistique Canada, quand on regarde l'évolution et de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation, et du panier, de la mesure du panier de consommation, on voit que l'évolution, elle est très similaire pour chacune des années. Donc, je pense que ça faisait le tour de ce que moi je présentais. Je te laisse la parole, Luc, pour présenter les premiers résultats. Ah non, je n'avais pas fini. Excuse-moi, c'était encore moi. Désolée, j'étais convaincue. Donc, je reprends le contrôle. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dans nos calculs? Ça va être assez bref. Ce qui me reste à dire, dans les mesures socio-fiscales qu'on a inclus dans nos calculs du revenu disponible, bien sûr, on tient compte des impôts, des cotisations sociales, mais dans les prestations socio-fiscales, il y a les mesures pour taxes de vente, crédit TPS que vous connaissez, crédit solidarité et l'équivalent quand il y en existe dans d'autres provinces. Le montant pour l'épicerie, qui est une mesure ponctuelle qui a été versée en 2023, dernière année, en lien avec l'inflation par le gouvernement fédéral, est incluse dans nos calculs. Les mesures d'incitation au travail, les mesures pour enfants, allocation familiale du Québec fédéral et des autres provinces. Et dans les autres mesures, il y a le bouclier fiscal qui permet de compenser en partie la perte dans notre cas à nous de prime au travail lorsque le revenu augmente s'il y a lieu. Et l'incitatif à agir pour le climat dans les autres provinces, la fameuse prestation qui est offerte en échange comment ça s'appelle, la taxe carbone, excusez, la taxe carbone dans les autres provinces et l'équivalent qui existe en Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est inclus dans nos mesures. Dernier élément à considérer qui n'est pas négligeable, surtout en période d'inflation, c'est l'indexation du régime. L'indexation du régime va bien sûr jouer sur les résultats. Pourquoi? Parce que l'indexation, ça sert à quoi? Bien, ça sert justement à aider à maintenir le pouvoir d'achat, donc tenir compte de l'inflation. Ici, ce que je vous présente, c'est chaque année quel était le taux d'inflation annuel et si j'ajoute l'indexation du régime, donc qui permet de maintenir, on voit que d'une année à l'autre, étant donné la façon dont c'est calculé, c'est-à-dire sur l'inflation passée, il y a un certain décalage entre le taux d'indexation et le taux d'inflation. À long terme, ça s'équilibre. En moyenne, à droite, ce que vous voyez, c'est grosso modo, ça s'équilibre, mais il y a des années où il y a des écarts beaucoup plus importants. L'exemple de 2022 est bien sûr frappant, où l'inflation était de 6,7 pour l'année et l'indexation était de 2,6 C'est l'année où il y a eu les montants prestations ponctuelles importantes que les gouvernements ont mis en place ou ont remis aux ménages pour justement éviter le délai trop long avant qu'il y ait un réajustement. Par contre, en 2024, ce qu'on voit, c'est que l'inflation anticipée de 2,8 et l'indexation au Québec sera de 5,08. Donc, les paramètres, les seuils d'imposition et les paramètres des mesures sont donc indexés. Ce qui veut dire ultimement que si mon salaire à moi suit l'inflation, suit l'indexation, ma situation en termes d'importance de mes impôts ou de mes prestations va demeurer la même, grosso modo. Là, c'est vrai, c'est à toi. Je te laisse la parole. Donc, je prends le contrôle de la présentation et j'avance. Et donc, je reprends un peu à partir des hypothèses que Suzy avait mentionnées. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Évidemment, pour chacun des cas types qu'on a fait, dans ce cas-ci, on parle de la personne seule. Donc, nous avons
le taux horaire qui s'est appliqué en 2023, en 2024. On voit donc que ça nous donne un salaire annuel qui est passé de 27 160 pour quelqu'un à temps plein à 28 362. Là, vous voyez que malgré la baisse d'impôts du Québec, comme il s'est gagné 1 200 de plus, ben, les impôts varient, l'impôt fédéral varie. Vous voyez qu'on considère les changements aux cotisations sociales, notamment le régime des rentes du Québec, cotisations, régime d'assurance médicaments. Et là, on a un total des cotisations. On part avec nos crédits, comment ils ont évolué. Et donc, là, ça nous donne donc un revenu disponible. Et comme Suzy le mentionnait, on mesure ce revenu disponible-là pour voir s'il est capable de couvrir nos besoins de base selon la mesure du panier de consommation. Et on voit que dans le cas de la personne seule, on passe de 104,2 à 105,9, donc une amélioration de la couverture de nos besoins de base. On n'ira pas comme ça dans le détail pour chacun des cas types, mais on voulait le faire au moins une fois comme ça. Et je rajouterais, comme Suzy l'avait mis dans ses hypothèses, un autre élément. Lorsqu'il y a eu une mesure ponctuelle, donc en 2023, il y a le fédéral qui a mis en place une mesure, donc en bonifiant temporairement le crédit TPS. Et donc, on l'ajoute ici. Et donc, en dollars de revenus disponibles entre 23 et 24, si on considère les mesures ponctuelles, on est passé de 105,1 à 105,9 de couverture. Une autre façon peut-être plus ludique de l'explorer, c'est que donc notre salaire minimum a augmenté de 1 200 $. Nos impôts ont augmenté de 202 $. Nos prestations ont diminué de 99 $. Là, on pourrait dire, mais ils n'ont pas diminué ici. Mais compte tenu du montant ponctuel, quand on additionne les deux, c'est ce qui entraîne la diminution. Si bien que le revenu disponible pour ce ménage-là, une personne seule, a augmenté de 901 $. 901 $ sur 1202, ça nous donne une hausse ou une conservation de la hausse de son salaire minimum de 75 %. Donc, pour une personne seule qui travaille au salaire minimum à temps complet, lorsqu'on compare la hausse du 1er mai pour 2024 par rapport à la situation qui prévalait en 2023, pour laquelle il y avait une hausse au 1er mai également, mais on obtient 1 202 $ de plus, on en conserve 901, donc 75 %. Dans notre étude, on a les tableaux détaillés pour chacun des cas types qu'on vous présente. Ici, on a allégé la présentation en vous montrant seulement le résultat à titre avec une figure. Et donc, si on refait le même exercice pour un couple qui n'a pas d'enfant, dont un seul des deux conjoints participe au marché du travail à temps complet au salaire minimum, donc toujours une hausse du salaire minimum dans l'année 24 par rapport à 2023 de 1 202 $. Les impôts viennent diminuer la conservation du gain de 113 $. Dans ce cas-là, les prestations augmentent de 32 $, et si bien que le ménage, couple sans enfant, conserve 1 121 $ du 1 202 $ pour 93 % de taux de conservation. Donc, ça l'améliore son revenu disponible de 1 121 $. On refait toujours pour les couples sans enfants, on a deux autres situations de cas type. On le fait dans le cas d'un couple où les deux conjoints participent au marché du travail, un des conjoints à temps partiel et l'autre à temps plein. Puis on le refait pour les deux conjoints participent au marché du travail, les deux, chacun à temps complet. Bon. Si on commence dans le cas où il y aurait une personne à temps partiel, une personne à temps complet, la hausse du revenu de travail est de 1 924. Ils en conservent 1 703 pour 88,5 % du taux de conservation. Si les deux avaient travaillé à temps plein, la hausse du salaire serait de 2 405 $ et on en conserverait 2 159. Dans ce cas-là, on serait à près de 90 % de taux de conservation. Donc ça faisait le tour pour les ménages sans enfants. On repart avec les ménages avec enfants dans un premier cas pour la famille monoparentale. Et donc, 1 202 $ de plus, des impôts en moins, des prestations en plus qu'on voit quand même ici, prestations, notamment les prestations pour enfants avec l'indexation qui ont pour effet d'augmenter.
Et on se retrouve avec un montant conservé ou une variation de revenus disponible de 1 332 par rapport aux 1 202 gagnés. On parle de 111 de la hausse du salaire qui est conservée. Évidemment, c'est parce qu'il y a eu des prestations qui se sont ajoutées. Si on refait l'exercice avec un couple avec enfant, un seul des conjoints participe au marché du travail. Encore une fois, la hausse du salaire est de 1 202 $. Vous voyez la forte augmentation des prestations qui est notamment due, encore une fois, à la présence d'enfants. Et là, le revenu disponible augmenterait de 1 884 $. Et donc, on dit, ici, si on parle par rapport à ça, on parlerait d'un taux de conservation de 157 %. Évidemment, c'est une hausse. On pourrait voir après en proportion on va le voir, mais en proportion du revenu qu'on avait, le revenu disponible qu'on avait l'année précédente. On va vous le montrer tantôt, la hausse représente quelle proportion. Il nous reste 2 cas, encore une fois, cas où un des conjoints est à temps partiel, l'autre à temps plein, et dernier cas où les 2 conjoints seraient à temps partiel, toujours en présence d'enfants, ou encore une fois, vous voyez une hausse du revenu disponible supérieure à la hausse du revenu de travail gagné, et donc un taux de conservation au-delà de 100 %. On précise cet élément-là parce que souvent on se fait dire il y a des zones où quand le revenu augmente, on n'en conserve pas une large part, mais dans des situations au salaire minimum, vous avez pu le voir au fil des présentations, on conserve la large part de la hausse du salaire minimum qui a été offerte. Évidemment, c'est une bonne chose. Ici, on vous le mesure en revenu disponible. Et donc, vous pouvez voir que pour chacune des situations que nous avons analysées, personne seule, couple sans enfant, famille monoparentale, couple avec enfant, selon qu'un ou 2 conjoints participent au marché du travail, selon que ce soit à temps partiel ou à temps plein, on conserve, la hausse du revenu disponible s'est accrue entre 3,4 et 4,6 %. Donc, selon les situations, la hausse peut être plus marquée. Ici, je reviens sur ce que je vous ai déjà présenté en début de présentation ou de conférence en disant le salaire minimum a augmenté plus vite que l'inflation. Maintenant que je vous ai parlé avec Suzy de non pas juste du salaire minimum, mais de l'interaction avec la fiscalité des prestations, c'est intéressant de regarder comment a évolué le revenu disponible. Et le revenu disponible a augmenté de manière assez similaire à l'évolution du salaire minimum. 126 pour le salaire minimum, 126,3 pour le revenu disponible. Puis on peut voir, le revenu disponible avait augmenté beaucoup plus en 2022 par les mesures ponctuelles. La fin des mesures ponctuelles, la prise de relais ou le relais fait par l'indexation du régime d'imposition fait en sorte qu'on se retrouve ici à 6,4 points d'écart positif entre la hausse du revenu disponible en 2024 par rapport à 2019 en regard de l'inflation subie tout au long de cette période-là. Je poursuis l'analyse et donc Suzy avait mis l'emphase sur le fait qu'on cherche à voir l'évolution du revenu disponible par rapport à la couverture des besoins de base. Et là, on vous montre ici, est-ce que la situation s'est améliorée en 2024 par rapport à 2023? Bien, pour les situations sans enfants, il y a amélioration partout et on peut voir que le taux est plus élevé dans chacune des situations. Ici, là, on ne le voit pas à cause de l'absence de décimales, mais on peut le voir ici pour ceux qui ont vraiment des bons yeux, qu'il y a une légère amélioration pour les couples où un seul des conjoints participe au marché du travail. On peut observer ici que le couple sans enfant où un seul des conjoints participe au marché du travail n'arrive pas, même avec un des conjoints qui travaille à temps complet, n'arrive pas à couvrir l'ensemble de ses besoins de base. Il est à 3 points inférieur à la pleine couverture de ses besoins de base. Ça, c'est sur une période de 1 année. Comme on vous parlait de dire 2019 à 2024, c'est intéressant de le regarder aussi sur une plus longue période.
Et là, vous pouvez voir que sur une plus longue période, la hausse du taux, elle est quand même manifeste. Donc, on parle ici de 5 points pour les personnes seules, 5 points pour les couples où un seul des conjoints participe au travail, 14 points, 10 points. Et donc, en absence d'enfants, donc de tous nos 4 scénarios où il n'y a pas d'enfants, la couverture des besoins de base est meilleure en 2024 qu'elle ne l'était en 2019. Et dans certains cas, le changement est quand même, ici, on parle de 10 points de base, ici, on parle de 14 points de base, est quand même plus significatif. On refait le même exercice, mais en présence d'enfants cette fois. Donc, encore une fois, si on regarde 2024 par rapport à l'année précédente, plus un point, plus un point, plus 2 points, plus 2 points. Donc, il y a amélioration, légère amélioration dans chacune des 4 situations. Si on refait l'exercice 5 ans, encore une fois, on peut voir qu'il y a amélioration. Dans ce cas-là, l'amélioration est plus marquée, notamment ici, lorsqu'il y a un des conjoints qui travaille à temps partiel et l'autre qui travaille à temps complet, on a plus 6 points. Alors que dans les autres situations, on avait 5 points, 1 point et 1 point. Donc, en présence d'enfants, c'est un peu moins marqué que dans les situations où il n'y avait pas d'enfants, mais on le voit un peu plus fortement lorsqu'il y a le travail à temps partiel. Je pense que, Suzy, l'explication, ça découle essentiellement de la bonification de l'allocation canadienne pour travailleurs qui met maintenant une exemption du premier 14 000 là, indexé là, du revenu du deuxième conjoint, donc ce qui a permis une augmentation du revenu disponible plus fortement dans ces situations-là. Exactement. Et là, je passe la parole à Suzy qui repart avec la comparaison interprovinciale. Tout à fait. Donc, on a fait le portrait de ce qui est arrivé au Québec en 2024 et dans l'historique, là, essayons de se comparer quelle est la situation au Québec pour des ménages au salaire minimum et ailleurs. Donc, notre comparaison, on la débute avec le salaire minimum horaire. Donc, on commence par la base. Donc, et là, on est 2 années, 2019-2024. Donc, en 2019, le salaire minimum horaire le plus bas était en Saskatchewan à 11,32 $. Le plus élevé, Luc en a parlé tantôt, en Alberta à 15 $ l'heure. Donc, c'était la première province à atteindre le fameux 15 $ à l'époque. On entendait beaucoup parler du 15 $ l'heure comme salaire minimum. À ce moment-là, le salaire minimum au Québec était 12,50 $, donc 4e position, le 4e plus élevé, donc le salaire minimum. En 2024, on se retrouve où? Bien, le salaire minimum le plus bas est maintenant, il reste en Saskatchewan, c'est encore le cas, et est maintenant en Alberta à égalité, donc à 15 $ l'heure à la fin de 2024. Et le plus élevé, il est en Colombie-Britannique à 17,40 $. C'est donc le salaire minimum le plus élevé. Le salaire minimum fédéral suit il n'est pas dans mon tableau, là, il n'est pas dans le tableau, tout de suite après à 17,30 $. Donc, comme Luc le disait, c'est un salaire qui vient fixer un plancher pour les travailleurs des entreprises ou d'un secteur sous réglementation fédérale. Ce n'est pas beaucoup d'employés, mais grosso modo, ils auront soit le 17,30 $ ou le salaire minimum de la province s'il est plus élevé, ce qui serait le cas en Colombie-Britannique. En 2019, ce salaire-là n'existait pas. La règle fédérale était que c'était le salaire minimum qui s'appliquait où était l'entreprise dans la province où était située l'entreprise visée. Donc, le Québec en 2024 est en 5e position, donc le 5e salaire minimum le plus élevé, le salaire horaire le plus élevé. En fin d'année, mais si oui, en fin on était en date de demain, on serait 4e. C'est bien ça, Suzy? Oui. C'est ça. Si, en termes de variation de ce salaire-là, sur la période, donc du salaire horaire comme tel, on voit donc d'une variation de 0% en Alberta, ou si on exclut l'Alberta, la croissance la moins forte, elle est en Ontario sur ces années-là à 23%. La plus élevée est à Terre-Neuve-Labrador à 37%. Et au Québec, à 26%, on se retrouve avec la 7e place en termes de croissance.
Je continue maintenant en disant, allons voir aussi pour ce qui est du ratio salaire horaire, salaire minimum sur le salaire, la rémunération horaire moyenne. On parlait de la fameuse règle du 50% qui est grosso modo appliquée. En 2019, il y avait 7 provinces, dont le Québec, qui avait un taux qui avait atteint le 50%. Ou tout juste, là, ou un petit peu plus élevé. La province où le taux était le plus élevé, ben, c'était l'Alberta, à peu près à égalité avec l'Ontario et avec l'île du Prince-Édouard à 56% à ce moment-là. Et en 2024, la situation est que les 9 provinces, sauf l'Alberta aujourd'hui, ont un taux de rémunération, un taux de salaire minimum en pourcentage de la rémunération horaire moyenne qui est plus élevé que le 50%. L'île du Prince-Édouard est rendue à 63%, on a 59% en Ontario, donc des taux qui sont beaucoup plus élevés que le 50%. Au Québec, Luc le disait, plus tôt, on est à 52%, mais il reste que l'Alberta est maintenant à 49%, donc est maintenant en deçà du seuil de 50, c'est pas une norme comme telle, là, mais du 50%. Si on regarde la proportion des employés qui gagnent un salaire équivalent au salaire minimum, on a dit qu'au Québec, c'était 4,4% des employés. On voit que c'est quand même assez de loin la proportion la plus faible parmi l'ensemble des provinces. Il y a la Saskatchewan qui est à 5,4, la Colombie-Britannique. Sinon, on est plus autour de entre 7 et 8% de l'ensemble des employés dans les autres provinces. Si on ajoute les employés puis qu'on se rend jusqu'à 125%, mais là, il y a 3 provinces qui sont autour de 16,6, 16,8%, dont le Québec. Donc, on est encore un endroit où il y a le moins de gens qui travaillent à ces salaires-là dans l'ensemble des employés. Dans les autres provinces, on est plus près du quart des employés qui travaillent jusqu'à 125% du salaire minimum ou moins. L'explication comme telle, on n'a pas. Il y a certainement un resserrement du marché du travail. Ce que les études passées nous ont permis de voir, puis vous pourriez le voir dans le regard, c'est que dans les années passées, si on retourne de 10, 15 ans, on n'était pas, le Québec, l'endroit où la proportion était la plus faible. Donc, récemment, il y a un changement qui s'est passé dans le marché du travail. Il faudrait chercher à le comprendre davantage pour voir si l'explication globale est plus complète que des suppositions, mais certainement que le resserrement du marché du travail compte, mais ce resserrement, il existe aussi dans d'autres provinces. Donc, ça serait vraiment intéressant de creuser cette question-là aussi. Pourquoi on en est là et pourquoi on est si loin. Mais une fois qu'on a vu ça, si on regarde le salaire annuel cette fois-là, puis qu'on regarde des situations de différents ménages, ben, le salaire brut annuel, le plus bas, donc en considérant chaque mois le bon salaire. Donc, en Saskatchewan, c'était 25 935, c'était le salaire le plus bas. En Colombie-Britannique, c'est le plus élevé à 31 000. Donc, vous comprenez le jeu de couleurs. Le foncé, c'est le plus élevé, le pâle, c'est le plus bas. Si on regarde pour la personne seule, nos indicateurs qu'on suit, donc les principaux, le revenu disponible et la couverture de la mesure du panier de consommation. En termes de revenu disponible, le revenu disponible le plus bas en travaillant au salaire minimum, c'est en Saskatchewan et le plus élevé, c'est en Ontario à 29 000 $. Au Québec, on est à 26 000 $. On est le troisième. C'est le 7e plus élevé ou le 3e plus bas, ou le 4e plus bas plutôt, si on tient compte de l'ensemble. Par contre, si on ajoute la notion d'acquisition de biens et services de base, la couverture de la mesure du panier de base en fonction des différentes provinces, mais c'est au Québec que cette couverture-là est la plus élevée à 106%. Elle est la plus basse en Alberta à 90% du panier de base, des mesures du panier de consommation. Et il y a une seule autre province, en plus du Québec, qui dépasse le 100% pour la personne seule, et c'est le Nouveau-Brunswick. Je vous donne un deuxième exemple avant de laisser Luc faire la synthèse de tout ça. C'est la famille monoparentale. Dans le cas de la famille monoparentale, en termes de revenus disponibles, c'est la Saskatchewan qui monte le revenu disponible le plus bas et la Colombie-Britannique le plus élevé.
Au Québec, on a le troisième plus élevé à 39 742 de revenus disponibles. Mais encore une fois, en termes de couverture de la mesure du panier de consommation, c'est ici qu'elle est le plus élevée à 114 et elle est la plus faible en Saskatchewan. Dans ce cas-là, il y a 3 autres provinces qui atteignent minimalement 100 mais il y a quand même plusieurs provinces qui ne se rendent pas au 100 de la mesure du panier de consommation. Donc, une mesure qui est calculée un peu de la même façon par Statistique Canada dans chacune des provinces. Merci, Sylvie. Et donc, on voit bien l'importance, là, si on prend toujours l'exemple de la famille monoparentale, le revenu brut serait de 28 362, mais on finit avec un revenu disponible de près de 40 000. Donc, c'est ce 40 000-là qui doit servir à mesurer si on couvre ou non nos besoins de base. Pas le 15,75 de l'heure fois le nombre d'heures, c'est insuffisant. Donc, c'est pour ça qu'on ratisse effectivement plus large. Ici, une façon de le voir, bien, on le montrait. Donc, si on prend notre salaire minimum annuel, 4 mois dans notre cas, à 15,25 $, 8 mois à 15,75 $, ça va nous donner le 4e rang annuel au Canada. Puis si on regarde le revenu disponible, là, vous pouvez voir selon les différentes situations le rang qu'on aura, mais en revenu disponible, on va être premier 3 fois et on sera troisième 3 autres fois ici. Puis si on s'en va voir le revenu disponible, mais qu'est-ce qui nous permet de couvrir comme besoin de base? Bien là encore, en pourcentage du salaire, pardon, le revenu disponible en pourcentage du salaire, bien là encore une fois, on a encore les mêmes 3 premières positions. Il y a une 3e place qui s'améliore pour devenir une 2e. Les autres 3e places ne changent pas. Et là, enfin, si j'arrive pour dire quel est notre rang en couverture de besoins de base, bien, dans nos 8 cas types, oui, on a toujours une couverture qui excède 100 de nos besoins de base. Le seul cas, c'est le cas que je vous mentionnais tout à l'heure, couple sans enfant, un seul des conjoints travaillent. Mais quand on essaie de se classer avec les 10 provinces, on obtient la première position dans le meilleur taux de couverture des besoins de base. On l'obtient dans chacun des cas types faits. C'est au Québec qu'on a la meilleure couverture. Donc, c'est quand même important lorsqu'on se compare dans le temps de voir l'amélioration et lorsqu'on se compare avec les autres, voir aussi avec les autres provinces, voir la performance que nous avons pu obtenir. Donc, nous voilà rendus dans le fond aux remarques finales pour commencer bien comprendre que lorsqu'on analyse annuellement, mais si on l'analyse sur 5 ans, c'est intéressant de voir que le salaire minimum a cru plus vite que l'inflation depuis 2019. Quand on regarde la proportion des gens qui sont employés au salaire minimum par rapport à l'ensemble des emplois, on s'aperçoit que cette proportion-là est en diminution. Puis quand on regarde en 2024, que ce soit le revenu disponible ou la couverture des besoins de base, bien, ça s'est amélioré, soit par rapport à 2019 ou soit même par rapport à l'année précédente qui était 2023. Donc, il y a eu amélioration. Et on finit par comprendre que le Québec se distingue des autres provinces avec une proportion plus faible des gens qui travaillent au salaire minimum, puis une couverture plus haute des besoins de base. Donc, le Québec est une société distincte au Canada, on l'a déjà dit, et là, on le revoit par ces travaux-là qu'on fait sur l'analyse du salaire minimum et de la couverture des besoins de base. J'arrive à la dernière diapo. C'est un rappel. Nous, c'est pour ça qu'on a commencé à faire l'étude. Le seul taux horaire est de livrer une bataille sur le 15 et 75. C'est un indicateur incomplet. Ça nous prend une prise en compte plus globale que le seul taux horaire. Donc, la prise en compte des interactions avec la fiscalité et avec le coût de la vie mesuré par la couverture des besoins de base, bien, ça permet une meilleure analyse et l'utilisation de la mesure du panier de consommation, ce que ça nous permet, nous, c'est pour ça qu'on l'utilise, ça nous permet de nous comparer avec nous-mêmes dans le temps, parce qu'on s'améliore, et ça nous permet de nous comparer avec les autres provinces canadiennes. Évidemment, on a, à la fin de cette analyse-là, on ne se prononce pas sur le niveau optimal de salaire minimum. On voulait quand même conclure sur cet élément-là avant de passer
à quelques questions si jamais il y en a. Merci, Luc. Donc, les questions. Je ne sais pas si Suzy t'es arrivé à faire à la fois la présentation et suivre les questions. Pour l'instant, il n'y a pas de... En fait, il y a une main levée. Je sais, oui, hein, c'est ça, j'ai une main levée. Les micros ne sont pas ouverts. Je vais juste voir si je peux facilement autoriser les micros. Sinon, on mettra les gens pourront mettre par écrit leurs questions. Là. Oui, mais là, j'ai réouvert le micro. Donc, peut-être Maryse, je m'excuse, je ne sais pas comment prononcer votre nom. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Moi, mon micro est ouvert. Je ne sais pas si je peux parler. Oui. Allez-y. Allez-y, on passera à Maryse ensuite. Excellent, merci beaucoup. C'est du bon matériel qui rentre dans l'enseignement universitaire d'un coup sec à chaque année. Ce dont on parle, c'est plus de la MPC, là, ça a l'air. Ça fait 2-3 articles partout, tout le monde écrit sur le revenu minimum vital. Alors, trouvez-vous que ça vaut la peine de refaire tout l'exercice par rapport au revenu minimum vital ou même l'ONU, il parle tout de ça. Avez-vous une opinion là-dessus? Ben nous, on a on critique pas l'approche du revenu viable. Là. Évidemment, c'est un exercice intéressant. La raison pour laquelle nous, on ne l'utilise pas, c'est qu'en ce moment, on n'est pas capable de se comparer dans le temps avec ce revenu minimum viable-là ou ce revenu viable-là, puisque la méthodologie est encore évolutive. À titre d'exemple, pour le ménage de Montréal, le revenu viable a augmenté de 19 en 2024 par rapport à 2023. Donc, la méthode, ça rend difficile la comparaison dans le temps au Québec. Et ça rend impossible la comparaison du Québec avec les autres provinces canadiennes. C'est pour ça qu'on s'en remet à la couverture des besoins de base selon le MPC, parce que le MPC est calculé par Statistique Canada pour l'ensemble des provinces. Merci beaucoup. Alors, je l'ai appelé Vital, j'ai lu Vital ce matin. C'était comme l'ONU. Oui. Effectivement, c'est viable qu'on l'appelle ici. Parfait. Merci. Maryse Chastle, si vous avez une question, sinon peut-être la mettre dans la boîte de conversation, parce qu'on avait vu votre mail levé au départ, c'est pour ça qu'on l'avait, qu'on vous avait interpellé. Ah là, je pense que je n'avais pas vu exactement. Vous m'entendez? On vous entend, oui. Je voulais vous demander, est-ce que les mêmes conclusions s'appliquent pour les salariés au pourboire? Et mon autre question, c'est est-ce que la diversification de notre économie, on dit tout le temps que notre économie est moins vulnérable parce qu'il y a beaucoup de PME, on n'est pas basé seulement, par exemple, si l'industrie de l'automobile vit une crise, tout s'effondre en Ontario, là, ou enfin l'industrie de la construction dans une autre région, une autre province. Est-ce que la diversification de notre économie peut aussi nous aider à avoir cette position-là? Alors, c'est mes deux questions. Parfait. Pour le premier volet, non, on n'a pas fait l'analyse pour les salariés à pourboire. Mais non, on ne l'a pas fait, pour répondre clairement à la question. On ne l'a pas fait, c'est ça. L'exercice pourrait se refaire, mais il n'a pas été fait. Pour ce qui est de la diversité de l'économie, j'ose pas trop m'aventurer là-dedans. Je pense que ce qui explique la bonne performance du Québec, à mon avis, c'est peut-être pas tant la diversification, c'est quand on arrive à jongler avec les trois paramètres. D'une part, si on performe moins bien avec le taux horaire, on performe mieux avec les prestations qui sont offertes par le régime gouvernemental, mais qui peut être fiscal. Et la troisième balle du jonglage, c'est le besoin de base où le coût est plus faible ici que dans certaines autres provinces. Et c'est l'interaction avec la fiscalité, l'indexation, les prestations et le coût de vie plus bas qui fait que notre couverture des besoins de base performe mieux ici qu'ailleurs, beaucoup plus que par une économie qui serait différente, à mon avis. Mais je vais laisser des spécialistes de l'économie du marché du travail
analyser ça plus en détail. Donc, il y aurait Nelly Kahn. Oui. Oui, Dans le oui. fond, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Dans le fond, moi, j'ai une question qui est un peu, je ne sais pas si c'est directement lié, mais on entend toujours l'argument comme quoi les petites entreprises là, au Québec, ils ne pourraient pas supporter une augmentation là, trop significative du salaire minimum. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas économiste, mais je me demande si le fait d'augmenter les salaires en même temps, tu sais, à chaque fois, les salaires minimums, ben, ça permet aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des gens. Fait que c'est comme bon, mais il y a tout le temps l'argument comme quoi le système va s'effondrer parce que les entreprises ne pourront pas suivre. Fait que, je ne sais pas ce que. Ben, je voulais avoir votre opinion là-dessus, justement. Au niveau économiste, il n'y a pas aussi une plus-value à augmenter le salaire minimum qui permet d'augmenter après le pouvoir d'achat des gens? Ouais. La grille de si on augmente le salaire minimum, les gens vont avoir plus d'argent pour consommer, ça va stimuler l'économie. Ça a quand même certaines limites, là, parce que il faut, si cette formule-là fonctionnait, le salaire minimum va être augmenté à 25 de l'heure sans conséquence sur l'économie. L'enjeu dans le marché du travail, c'est que les employeurs vont s'adapter. Et si le salaire minimum est haussé trop fortement, de manière générale, là, si le salaire minimum est haussé de manière trop forte, ben, ça va convertir des gens qui travaillaient au salaire minimum en chômeurs, là, parce qu'il va y avoir moins de demandes pour le travail. Donc, c'est toujours un équilibre. C'est pour ça que le gouvernement avait dit, nous, on veut fixer le salaire minimum en ratio à 50 de la rémunération hebdomadaire moyenne. Là, l'autre fois, quelqu'un m'a posé la question, disait, hey, si on va à 51, bien 51, ce ne sera pas la catastrophe. La preuve, cette année, on projette probablement, on va le finir à 51,3 quarts. Bon, OK. La personne, l'autre fois, qui me posait ça, ben, 51, c'est pas la catastrophe, pourquoi on ne va pas à 75? Bon, ben là, 75, c'est pas la même chose. C'est ça. Fait que c'est l'équilibre là-dedans qu'il faut trouver. Effectivement. Donc, c'est ce que le gouvernement cherche à faire. Puis le gouvernement, il complète ça dans un gouvernement comme au Québec, il complète ça avec des mesures de soutien de revenus et d'incitation au travail, comme le sont la prime au travail, l'allocation canadienne pour travailleurs du côté fédéral, le crédit d'impôt pour prolongation de carrière pour les personnes plus âgées, en disant, ben, ceux qui travaillent à des bas taux horaires, l'État vous supplémente votre revenu pour que ça reste intéressant d'y participer au marché du travail. Je pense que ça fait le tour, en effet. C'est le fameux, c'est vraiment, les économistes vont parler d'équilibre entre l'offre et la demande, en effet. Est-ce que ça se situe à 50 à 52 à 55 à 60 Si on le savait, on serait content là, de le trouver exactement. C'est vraiment, comme Luc le disait, une recherche d'équilibre que les marchés essaient de faire. Là. On le voit que dans d'autres provinces, ce ratio-là est un peu plus élevé. À ce que je sache, des ratios à 75 on n'en connaît pas non plus. Là. Donc, où est-ce que c'est... on n'a malheureusement pas la réponse. Là aussi, je pense qu'il y a des économistes du travail qui pourraient compléter davantage encore. Là. C'est ça. Puis ça se peut que ce taux-là soit évolutif dans le temps. Aussi. Certainement. Donc, peut-être qu'en 1978, aller au-delà de 50, ça avait des effets plus dévastateurs sur le marché du travail que ça n'aurait en 2025. Oui, étant donné aussi les pénuries, etc., etc. Ouais. Une prochaine question de table d'action, c'est ça? Oui, bonjour, Rosalie ici, effectivement, de la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Bon, tu sais, je sais qu'on pourrait quand même critiquer très longuement l'utilisation de la mesure du panier de consommation, tu sais, entre autres, bon, pour une personne qui a déménagé dans les dernières années, tu sais, avec la crise du logement, le coût moyen des logements ne s'applique pas pour ces personnes-là, ce qui fait en sorte que systématiquement, on a des travailleurs, travailleuses au salaire minimum qui se retrouvent à fréquenter des banques alimentaires puis à peut être capable de joindre les deux bouts. Mais je me demandais, en fait, au niveau méthodologique, la façon dont la mesure du panier de consommation fonctionne, c'est qu'elle est indexée d'année en année, mais parfois, elle est révisée par Statistique Canada. Ça a été le cas en 2018. Je me demandais si vous utilisiez cette mesure-là qui a été révisée en 2018 aussi, parce que notre gouvernement du Québec a comme tendance à juste utiliser l'indexation de la mesure du panier de consommation. Là. Je me demandais si vous autres, vous utilisiez cette
Quelle mesure Non. du panier de consommation On tu utilises? on utilise toujours la plus récente. Donc, la plus récente, c'est en effet avec l'année de base 2018, donc le panier révisé et les méthodologies revues, ce qu'ils font de façon régulière. Je pense qu'ils sont à chaque... on reçoit souvent des révisions à cet égard-là. Donc, c'est ce qu'on utilise jusqu'à la dernière année disponible, donc qui est 2022. Et ensuite, pour se rendre en 2024, on utilise simplement, comme on le disait, l'indexation de l'IPC pour la suite. Mais oui, on utilise le plus récent panier qui nous permet de se comparer dans le temps et avec d'autres. Puis la méthodologie a quand même montré qu'à méthodologie constante, MPC récent 2018 et Oui. inflation, il y a quand même une bonne corrélation. Mais on comprend très bien votre point que dans, par exemple, une dépense comme le logement, les gens arrivent avec une dépense moyenne et que la dépense moyenne, pour quelqu'un qui est dans le même logement depuis 25 ans versus quelqu'un qui vient de déménager l'année dernière, ça se peut que ça joue différemment sur la moyenne, dont le nouveau logement, la nouvelle personne qui vient d'aménager va augmenter la moyenne, alors que la personne qui est en appartement depuis longtemps pourrait baisser la moyenne. C'est ça. Ben, Il se retrouverait dans des réalités différentes, effectivement. En fait, c'est un peu ça, hein? Tout le monde a un peu des réalités différentes en fonction de sa propre consommation. C'est aussi vrai à plus bas revenu qu'à plus élevé, là. Ultimement, chacun a un panier un peu différent, mais c'est sûr qu'il y a des nuances à apporter qui sont peut-être moins dans des mesures comme ça, mais qui permettent justement quand même de donner un portrait global qui est intéressant et comparable. Je pense que ça fait il y a peut-être des questions dans la discussion. Le PowerPoint est-il disponible? Il le sera sur le site au cours des prochaines heures et la captation aussi. Bon, on parle des salariés au pourboire. Peut-être qu'on pourra voir dans une année subséquente ce que ça donne. La médiane est toujours plus fiable que la moyenne. Ça, on parle, j'imagine, en termes de comparaison. La médiane est toujours peut-être plus fiable, mais dans les résultats en termes de comparaison du salaire minimum à la rémunération médiane, en général, elle est un petit peu plus élevée que la moyenne au Québec et dans plusieurs endroits. Donc là, ça augmenterait un petit peu le ratio là, dans les premiers calculs qu'on a faits, mais c'est sûr que chaque statistique peut être intéressante à ajouter aussi. Mais l'écart salaire moyen versus salaire médian, l'écart va être beaucoup plus prononcé, par exemple, dans des pays un peu moins développés que dans des pays avancés. Là, ici, l'écart n'est pas si énorme que ça. Mais oui, on aurait pu faire éventuellement, on pourrait faire un encadré dans l'étude pour montrer l'écart si on prenait le salaire médian ou le salaire moyen. Oui, ça serait intéressant. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais quand même profiter avant qu'on termine. Là, j'essaie de chercher le partage. Peut-être, Luc, je vois qu'il y a une autre question pendant que je recherche mon partage. Il y avait, justement, pendant que tu cherches ton partage, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on pourrait le faire des comparaisons au lieu de se limiter, de le faire seulement avec les provinces, de le faire avec d'autres pays comparables? On l'a déjà fait. Oui, donc, plus qu'une fois. Plus qu'une fois. On l'avait fait avec les pays de l'OCDE. Donc, oui, c'est quelque chose qui est possible. On performait assez bien. C'est soit avant la pandémie ou autour de la pandémie qu'on avait fait cette comparaison-là. Mais on performait assez bien. C'est sûr que on est toujours limité par le temps qu'on a pour produire nos statistiques, là, mais oui, ça peut se faire. Exactement. Juste avant de terminer aussi, je voulais prendre une petite minute pour vous parler de nos prochaines conférences à venir. Donc, toujours au printemps. Donc, au mois de mai, la 24 mai, un symposium de la fiscalité qui aura lieu toute la journée le 24 mai. Et la veille, une conférence avec voyons, j'arrive pas à parler. Donc,
un midi-conférence dans tous les cas qui est gratuit, donc cette fois-là qui est hybride, donc en présence et à distance, possible de le suivre à distance. Donc une conférence intéressante qui s'appelle « Briser les frontières de l'idée à l'action », donc des gens qui ont agi dans un point de vue plus de finance, de fiscalité internationale aussi. Vous pourrez venir écouter ça. Il y a le symposium de la fiscalité, comme je le disais, et à la mi-juin, une journée de réflexion sur les finances publiques et aussi la fiscalité, où on va traiter davantage de changement climatique, dont intégrer le développement durable de la fiscalité aux finances publiques. C'est une activité qui aura lieu, qui est tout à fait gratuite aussi, qui aura lieu en présentiel ici au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous êtes bien sûr invité à vous y inscrire si cela vous intéresse. Luc, je te laisse le mot de la fin. Ben, je vous tout simplement vous remercier d'être toujours présent lorsqu'on met en place les activités en ligne. Et effectivement, Suzy vient de vous présenter, on a quand même 3 belles activités qui s'en viennent. Donc, quand les activités sont en présentiel, comme celle du 24 et celle du 13 juin, 24 mai et 13 juin, bien, profitez de l'occasion pour venir nous voir. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ça, bien, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.